à l'intervenant suivant, Sophie Toyer, donc professeure en économie agricole, mais également présidente de la Société française d'économie rurale, et qui va peut-être répondre à la question que vous avez posée. La PAC, que peut-elle faire? Comment peut-on travailler la régulation, peut-être, pour répondre à vos attentes? Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sophie Toyer, effectivement, merci. Je suis professeure en économie agricole à Montpellier Supagro, donc ici. Je remercie les académies de Montpellier et de Toulouse de m'avoir invité et de pouvoir vous parler. Je remercie aussi le témoin précédent parce que c'était beaucoup d'écho avec ce que je connais moi, avec mon langage peut-être un petit peu différent du vôtre, hein, moins impliqué certainement. J'ai pas de réponse, malheureusement, à ce que vous annoncez exactement, mais on peut en discuter. Voilà, donc je me rends compte au moment où je commence cet exposé que peut-être mon inconscient a parlé. Vous voyez, j'ai écrit les agricultures de demain. La PAC peut-elle être un levier de transition plutôt que les agricultures du futur, qui était le titre de cette conférence. Et je pense que si, comme ça, j'ai switché d'un mot à un autre, c'est pas par hasard. Et ça répond aussi un petit peu à ce que vous disiez, c'est que l'horizon des politiques publiques, il est relativement court. Et que finalement, on a du mal, hein, les politiques publiques ont du mal à projeter qu'est-ce que pourrait être le modèle qu'elles veulent promouvoir et défendre au-delà de demain, voire après-demain. Et donc le futur est un peu plus loin que ça, et justement, un des problèmes de la PAC, c'est bien justement de répondre à cela. Alors, donc on va essayer comme ça. Oui, ok. J'avais commencé mon exposé de cette manière-là en disant finalement je parle de la transition, mais c'est peut-être plutôt les transitions dont il faudrait parler. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit à la fois ce matin et en début d'après-midi, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je pense que l'agriculture, en tout cas française et européenne, elle est en transition depuis 50 ans, en gros depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas sûre que ça s'accélère aujourd'hui, mais il y a eu des changements absolument formidables qui ont été bien illustrés d'un point de vue technique, technologique, mais d'un point de vue social, comme l'a montré François Purseigle tout à l'heure, d'un point de vue des structures d'exploitation. Donc moi, j'avais juste montré ce petit graphique qui montre à la fois la grande diversité des structures d'exploitation, ça c'est pour la France simplement. Vous voyez, par rapport à ce qu'on disait ce matin, les petites exploitations, celles qui ont un potentiel de valeur de production inférieur à 25 000 € en France, c'est un tiers des exploitations françaises. C'est tout petit, 25 000 €. Hein. Enfin, je pense que le témoin précédent pourrait le dire. C'est vraiment minuscule. Et vous voyez que les exploitations qui ont encore aujourd'hui moins de 20 hectares sont encore prédominantes dans le paysage des structures d'exploitation françaises. Ceci dit, on a une évolution très rapide des structures d'exploitation. On le voit, entre la barre rouge et la barre verte, il s'est passé 3 ans. Et on voit le changement assez fort de ça. Mais il y a aussi une grande diversité des structures qui a bien été évoquée par François, je vais pas revenir dessus, du modèle, je dirais, familial paysan, celui qui fonctionne sur la pluriactivité, petit, en périurbain éventuellement, qui veut faire du circuit court, par exemple, de l'agroécologie à petite échelle, et puis l'agriculture de firme, l'agriculture de service, avec pourquoi pas de l'actionnariat. Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler d'une trajectoire d'évolution, mais bien de trajectoire avec un S d'évolution et de contraintes différentes. Donc c'est bien des transitions dont il faut parler, il y a bien une coexistence des modèles, et puis ça va durer longtemps, mais en fait, derrière ça, il y a une seule politique agricole commune, et c'est le C qui est important, parce que évidemment ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, les moyens de la PAC, quand on y pense, oui, c'est une politique commune, mais derrière le mot commun, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait qu'il faut négocier à 28, bon, peut-être bientôt à 27, ce qui sera peut-être plus facile, hein, parce que les Anglais n'étaient pas forcément les plus faciles à gérer, quoi. Mais c'est aussi un marché unique, et on l'a vu que derrière, il y a des concurrences difficiles à gérer. Et puis, c'est aussi un budget solidaire. Et quand même, derrière, c'est une possibilité d'effet de levier assez considérable s'il est bien utilisé. Je vous donne quelques chiffres pour ceux qui ne sont pas familiers avec la PAC, que j'ai mis là, 362 milliards d'euros sur 7 ans. On fonctionne aujourd'hui sur des périodes de programmation de 7 ans. Donc là, ce sont les chiffres 2014-2020. Donc on a déjà prévu, déjà négocié. Mais ça représente finalement
pour le contribuable que nous sommes, à peu près 20 centimes par jour. Et si je redistribuais cet argent de manière totalement égalitaire entre chaque hectare de SAU, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est à peu près presque 300 € par hectare de SAU et par an. C'est juste pour vous donner un peu une idée des chiffres qu'il peut y avoir derrière la PAC. Alors comment elle est structurée, cette politique agricole commune? Vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les deux piliers de la PAC. Alors les deux piliers, on a l'impression que du coup, quelque part, il y a une forme d'équilibre entre les deux piliers. Non, pas du tout. C'est pour ça que je les ai représentés de manière un petit peu déséquilibrée. Il y a ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC, qu'on appelle le FEAGA, vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom-là. Celui-là, il rassemble en gros 80% des capacités financières de la politique agricole commune. Et son principal objet, sa principale destination, ce sont ce qu'on appelle les paiements directs, les aides que reçoivent les exploitations agricoles, aujourd'hui par hectare de SAU, de surface agricole utile, de façon annuelle, et je dirais presque quasiment complètement indépendamment de ce qu'ils choisissent de faire, de produire, du type de production qu'ils font, du mode de production qu'ils ont, de leur taille, quasiment, je pourrais modérer ça un petit peu, de leur taille, je m'entends, puisque c'est par hectare, mais en tout cas de leurs besoins économiques, on va dire. Et donc ça, c'est ce premier pilier-là. Et puis il y a un petit bout de ce premier pilier qui sert quand même à répondre à la question qui a été posée, mais très insuffisamment, qui est la régulation des marchés agricoles, ces marchés qui, depuis quelques années, en tout cas principalement depuis 2008, sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Et donc ce pilier-là, c'est 100% financé par l'Europe, et parce qu'il est 100% financé par l'Europe, l'idée, c'est que les règles d'attribution de ces paiements directs soient quasiment les mêmes pour toutes les exploitations agricoles, tous les exploitants agricoles européens. Et puis à côté, on a un autre pilier qu'on appelle le pilier du développement rural, qu'on appelle le FEADER aussi, et qui lui, d'abord, est cofinancé par les États membres ou les régions, donc qui donne aussi beaucoup plus de capacité aux États membres et aux régions de choisir, de moduler, d'ajuster les aides qu'ils souhaitent offrir aux agriculteurs de leur territoire. Et donc, mais malheureusement, ça n'est que 20% des financements de la politique agricole commune. Et c'est peut-être là, beaucoup plus facilement, qu'on peut derrière construire un projet de transition qu'on peut orienter d'un point de vue politique. Donc vous voyez, c'est le deuxième pilier qui est là. Derrière ça se cachent les aides à la modernisation des exploitations, les aides aux zones à contraintes naturelles, aux zones défavorisées. Les zones de montagne, par exemple, reçoivent des aides supérieures aux autres zones, les mesures agro-environnementales pour aider les agriculteurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la gestion des risques se trouve principalement dans ce pilier-là. Alors, du coup, cette politique agricole commune, alors elle a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Je dirais même que le rythme des réformes s'est véritablement accéléré. Mais ce qu'il faut dire, c'est que du coup, c'est devenu quelque chose de complètement ancré dans le paysage agricole européen. Et il y a beaucoup, aujourd'hui, de dépendance du secteur agricole européen aux aides de la PAC. Donc pour vous donner une idée, alors justement pour illustrer le propos de tout à l'heure, c'est des chiffres un peu anciens parce que ça s'arrête c'est entre 1990 et 2009 ce que vous voyez là, mais vous voyez bien effectivement d'abord que le revenu agricole, là c'est par orientation technico-économique, si on prend une base 100 en 1990, et bien en 2009, 19 ans plus tard, eh bien il n'est pas au-dessus de 100. Donc le revenu agricole stagne, voire même diminue. Et puis par contre, ce qu'on voit aussi, c'est ces variations assez fortes. Alors certes, quelques années, les céréales, les oléoprotéagineux peuvent avoir de très bonnes années, puis des années comme cette année, où on a des mauvaises récoltes, et qu'en plus, malheureusement, il y a des bonnes récoltes ailleurs dans le monde, donc les prix s'effondrent, eh bien, on peut avoir des revenus des céréaliers qui s'effondrent. À côté de ça, donc finalement, la PAC, dépense beaucoup d'argent, mais pas forcément avec beaucoup de résultats en termes de revenus et en termes de stabilisation du revenu. À côté de ça, il faut voir, quand je vous parlais de dépendance, on ne voit pas très bien la carte, elle est un peu loin, mais en gros, dans les cartes les plus sombres, donc celles où on voit le centre de la France, on est quasiment, la part des subventions de la PAC dans le chiffre d'affaires, c'est supérieur à 18%. Un autre chiffre qui est connu à l'échelle de la France en 2013, la part des aides de la PAC du premier pilier simplement, donc les paiements directs, dans ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation,
L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui va vous permettre de payer vos salariés, rembourser vos emprunts, payer votre terre, votre foncier si vous devez le payer, eh bien c'est 44% en moyenne. Donc c'est absolument énorme. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est finalement tous ces moyens qu'on met en œuvre, en quoi finalement ils sont au service d'un projet agricole. Alors, je peux pas ça a été évoqué tout à l'heure, la PAC, elle a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, et elle a beaucoup varié à la fois dans le projet qu'elle a défendu et dans la politique qu'elle a mise en œuvre. Donc j'ai fait le choix de ne pas vous raconter toute l'histoire de la PAC parce qu'il me faudrait plus de temps que ce que vous m'avez alloué, de vous parler simplement de la dernière réforme. La dernière réforme, c'est celle qui a été négociée en gros à partir de 2010 pour une mise en œuvre de 2014 à 2020. Donc c'est celle dans laquelle nos agriculteurs européens aujourd'hui vivent. Alors cette réforme a été un petit peu particulière, d'abord parce qu'elle s'est faite parallèlement et en même temps que la négociation du budget européen, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc lorsque la PAC s'est négociée, c'était au moment où en même temps on négociait, les États membres, les 28 États membres négociaient quelle part de leur PIB, finalement, ils étaient prêts à mettre au pot commun européen pour servir les politiques européennes. Évidemment, ça conditionnait en partie la PAC qui représente à peu près presque 40% de ce budget européen. Et c'était quelque chose de très difficile parce qu'on est en période de crise et que les États, vous le savez, ça a été aussi le cas en France, ont moins envie de donner à l'Europe et plus envie de garder pour eux. Le projet solidaire s'effiloche un petit peu. Et donc, il y avait ce contexte-là. Le deuxième contexte important, c'est que le Parlement européen est devenu un protagoniste important de la décision à Bruxelles sur la politique agricole commune. Jusqu'à présent, il donnait juste son avis et on n'en tenait pas compte. À partir de cette réforme-là, il a donné son avis avec le même poids que le deuxième protagoniste important, qui est le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est-à-dire les 28 ministre de l'Agriculture européen. Le troisième protagoniste étant la Commission européenne elle-même qui, à force de propositions, qui elle propose la réforme. Et donc, autre chose intéressante à ce stade, c'est que la Commission européenne, donc en 2010, le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, et non pas durable, était quelqu'un d'un petit peu nouveau, pas un homme politique, ou très peu, même s'il avait été ministre de l'Agriculture en Roumanie, et donc quelqu'un qui venait de l'Est et qui avait une sensibilité très différente peut-être que les commissaires européens à l'agriculture qu'on avait eus auparavant. Et donc la première chose qu'il a faite d'ailleurs, c'est de dire il faut consulter la société civile. Donc il y a eu un processus de consultation de ce que la société européenne attend de l'agriculture et de la PAC. De là, en est sorti ce que j'ai mis là. Donc ce que vous voyez là, c'est pas mon invention, c'est typiquement tiré des documents de la Commission européenne. Et vous voyez que finalement, quand on regarde ça, quels sont les défis futurs que va remettre en avant la Commission européenne pour justifier de sa réforme de 2014? Des choses assez classiques. Les défis économiques, les défis environnementaux et les défis territoriaux. Je ne vais pas les relire, vous les voyez, le climat, évidemment, la question de la volatilité des prix, la sécurité alimentaire, la vitalité des zones rurales, des choses habituelles. J'en ai rajouté une qui n'y était pas sur le PowerPoint, c'est moi qui l'ai rajoutée, c'est celle qui est en rouge, la légitimité des dépenses de la PAC. Parce qu'en fait, ce qu'il a fallu avant tout défendre lorsqu'on a négocié cette réforme, ça a été un budget préservé pour la politique agricole européenne. À l'époque, il y avait des États membres, dont le Royaume-Uni pour ne pas le citer, mais d'autres aussi, la Hongrie ou d'autres, qui voulaient voir réduit drastiquement le budget dédié à la politique agricole commune pour faire autre chose de l'Europe qu'une politique dédiée à l'Europe. Alors, une fois qu'on a annoncé ça, quelles ont été les propositions de la Commission européenne? Il y avait une ambition. Alors ça paraît peut-être pas évident au premier coup quand on regarde, alors pareil, ce sont les documents officiels de la Commission européenne, mais une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources, un développement territoire équilibré, qui peut être contre ça? C'est finalement assez consensuel. J'ai mis en rouge, j'ai surligné en rouge, là c'est pas moi qui ai rajouté, les choses qui étaient finalement assez novatrices dans le projet initial de la politique de la Commission européenne. En particulier, des choses dont je parlerai peu après, mais qui sont importantes, qui est de dire, voyons comment est-ce qu'on peut faire pour redonner une partie de la valeur ajoutée
à l'amont de la chaîne, c'est-à-dire aux agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que finalement, dans l'euro alimentaire, à chaque fois que je dépense, moi, en tant que consommateur, 1 euro pour mon alimentation, finalement, la part qui va à l'agriculteur, le producteur de la matière première, se réduit d'année en année. Ça, c'était une première chose importante. La deuxième, ça a été de dire il faut rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent à la société. C'était déjà quelque chose, jusqu'à présent, on finançait déjà les agriculteurs pour les accompagner dans leur processus d'évolution, de changement de pratique vers des pratiques plus durables ou plus respectueuses de l'environnement. Mais ce financement-là, ça n'était que de la compensation des coûts additionnels. Ça vous coûte plus cher, vous êtes obligé de renoncer à un certain niveau de rendement, alors on vous compense. Ça, c'est le principe des mesures agro-environnementales. Et là, on commence à dire, après tout, vous offrez un service d'entretien du paysage, par exemple, maintien des sols ou autre chose, alors nous devons vous payer pour ce service-là, qui n'est pas un service marchand. Et ça, c'est relativement nouveau. Ça fait suite à une grande campagne qui s'est appelée la campagne de l'argent public pour des biens publics. Et puis, troisième chose importante auquel tenait beaucoup Dacian Cioloș, donc ce fameux commissaire européen à l'agriculture qui venait de Roumanie, c'était de croire à l'innovation, une forme d'innovation qui ne viendrait pas forcément du haut de la recherche pour arriver tant bien que mal jusque chez l'agriculteur, qui l'adopterait s'il était progressiste et puis ne l'adopterait pas s'il ne l'était pas, mais une innovation beaucoup plus en réseau, associant d'emblée les agriculteurs, le secteur privé, le secteur public dans l'innovation. Et de l'argent a été effectivement dédié à ça. Et puis dernière chose, sur le troisième volet, la troisième colonne, un développement territorial équilibré, des choses qui étaient aussi un petit peu novatrices, nouvelles, et qui ont d'ailleurs fait un petit peu trembler, je dirais, la maison DG Agri, ce qu'on appelle la Direction Générale de l'Agriculture, qui au sein de la Commission Européenne est un élément important de pouvoir d'initiative, de construction de la politique agricole. Ça a été de dire, nous voulons favoriser l'emploi rural, le maintenir. Nous voulons promouvoir la diversification, nous voulons permettre le maintien d'une diversité sociale et structurelle des zones rurales. Et ça a beaucoup gêné les fonctionnaires, certains types de fonctionnaires de la Commission européenne, de la DG Agri, parce que eux étaient dans une logique depuis 40 ans d'ajustement structurel, c'est-à-dire débarrassons-nous des petits, de ceux qui ne sont pas assez modernes, et essayons de tendre vers un système un petit peu plus homogène d'agriculteurs qui finalement se ressemblent. Et en fait, on voit bien que la PAC a beaucoup accompagné cette volonté-là. Et là, on a un petit tournant dans ce projet-là. Donc, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est, pour autant, vous voyez, en dehors de ce que je vous ai présenté, il n'y a pas véritablement de projet pour une agriculture de demain, une agriculture européenne, pas plus que ce que je vous ai montré là. Alors, quand on y pense, oui, on a bien compris que pour continuer la transition, les transitions, elles existent, elles sont de nature différente, on est d'accord. Finalement, on s'est dit oui, il faut investir. Pour investir, je pense que ce transparent-là fait beaucoup écho au témoignage précédent. Il faut donner des perspectives de stabilité des revenus agricoles. Donc, est-ce que la PAC le fait? On reviendra dessus. Il faut rémunérer la contribution de l'agriculture à des services que la société attend. Ça ne serait finalement que justice. Troisièmement, c'est accompagner, favoriser et ne pas mettre des freins aux projets innovants, et ça à toutes les étapes. Et puis dernier point, j'en parlerai un tout petit peu à la fin, donner une vision sur l'avenir agricole que veut l'Europe, plutôt que de réformer tous les 7 ans, parce que maintenant je pense que ça va être à peu près le rythme, et avec ce problème pour les agriculteurs qui reçoivent la PAC, de ne pas savoir dans 7 ans à quelle sauce ils vont être mangés, quel va être le nouveau projet qu'on va leur faire avaler. Enfin non, donc il faut savoir s'ils sont mangés ou s'ils avalent, mais en tout cas dans les deux sens. Et donc, ce qui a été proposé, et ce qui a été le slogan de la PAC 2014, c'est une PAC plus juste, plus verte, plus simple. Plus juste en partie, alors évidemment ceux qui touchaient beaucoup trouvent que c'est moins juste, mais ils touchent moins parce qu'on a revalorisé les aides de ceux qui touchaient moins. Plus verte, ça se discute beaucoup, il y avait le projet, il n'y a pas vraiment la réalisation. Plus simple, certainement pas. Alors sur ces 3 points, les 3 premiers points, donner des perspectives de stabilité des revenus agricoles, il y a une boîte à outils. Une boîte à outils aujourd'hui qui est disparate. Aujourd'hui, effectivement,
la disparité, les problèmes de stabilité, enfin les problèmes d'instabilité des revenus agricoles viennent de deux choses, l'instabilité de la production, bon, ça il y a des réponses technologiques qui peuvent aller là-dessus, et puis l'instabilité des marchés. Autrefois, lorsqu'on avait une forteresse Europe, ou lorsqu'on avait une agriculture qui était des marchés qui étaient fermés au monde extérieur, ben finalement, quand il y avait des mauvaises récoltes, les prix montaient, et quelque part, l'augmentation des prix compensait la baisse des rendements cette année-là. Aujourd'hui, on est dans un monde libéralisé, ouvert. C'est vrai que l'Europe et la politique agricole commune a choisi cette option-là, choisi aussi un petit peu poussé de toute façon par nos accords à l'OMC. Et donc du coup, eh bien oui, on peut avoir ce qui se passe aujourd'hui pour les céréaliers, des rendements catastrophiques et des prix en plus très bas, parce que les rendements sont bons ailleurs dans le reste du monde. Alors, du coup, lutter contre les conséquences de... Alors, la volatilité des marchés, bah, elle s'intensifie pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Et quelles sont les réponses que la PAC propose? La première, c'est de dire, bah, en fait, on vous offre un revenu stable, certain, chaque année, via ces fameux paiements directs, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits à paiement de base, qui aujourd'hui, alors en France, s'établissent en moyenne à 200... Alors, disons, en 2019, devront à peu près être à 278 € par hectare de SAU pour les 52 premiers hectares. Mais si comme monsieur, on en a un peu plus de 200, bah les hectares suivants sont beaucoup moins primés, c'est plutôt moins de 200 € pour les hectares suivants. Mais quelque part, bah voilà, quand on a 200 hectares, et qu'en moyenne on touche 200 € par hectare, ça fait 20 000 € à la fin de chaque année qu'on sait qu'on va pouvoir toucher. C'est un coussin de sécurité, probablement pas suffisant lorsqu'on voit les charges qu'il y a derrière ça. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est de dire, nous, on laisse les agriculteurs exposés au marché, pour beaucoup, aux aléas du marché, les bonnes comme les mauvaises années. Ça, c'est pas moi qui le fais, c'est le discours de la Commission européenne, ou presque. Attention, on va quand même les rattraper dans les périodes vraiment difficiles. Donc on a ce qu'on appelle un filet de sécurité. Le problème, c'est que le filet de sécurité est tellement bas qu'on a largement le temps de s'écraser avant d'être récupéré par ce filet de sécurité. À l'époque, donc dans la réforme 2014, on a dit attention, la volatilité des marchés s'accentue, on va constituer, c'était une nouveauté, une réserve de crise. Au cas où certains marchés s'effondreraient, pour pouvoir aider de façon particulière, cibler des secteurs qui seraient en crise. On a décidé à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, c'était il y a 2 ans, 400 millions d'euros par an. Donc fois 7, puisqu'il y a 7 années possibles. Bon, les 2 premières années, on a déjà dépensé 500 millions pour le secteur laitier, la première année, et 500 millions cette année. Donc on a déjà complètement épuisé notre réserve de crise. Le troisième, c'est de dire, introduisons des dispositifs assurantiels pour les agriculteurs et cofinançons ces dispositifs-là. Les agriculteurs peuvent s'assurer, le secteur privé peut offrir des assurances, mais le secteur privé, d'abord, il n'est pas toujours enclin à le faire. C'est un secteur, c'est compliqué, les assurances en agriculture. Et deuxièmement, souvent les cotisations d'assurance sont extrêmement élevées, donc la PAC propose justement un certain nombre de dispositifs pour aider à mettre en place ces dispositifs-là. Attention, tous les États membres n'ont pas choisi d'activer ces propositions, ces dispositifs proposés par la PAC dans leurs États membres. La France l'a fait un peu, l'Espagne un peu plus, mais peut-être pas au plein de ce qu'elle pourrait faire. Puis le troisième point, c'est de dire qu'il faut qu'on puisse autoriser les agriculteurs à s'organiser pour peser face aux autres acteurs de la filière, pouvoir obtenir, par exemple, des prix contractualisés sur plusieurs années. C'est tout l'enjeu de la négociation aujourd'hui, entre autres, sur le lait. Donc ça, qu'est-ce qu'on voit? Elle donne finalement quelques perspectives, mais certainement pas assez. Et donc, on pourra reparler après. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas sur la lignée ni de paiement contracyclique, qui serait plus élevé lorsque les prix sont bas, et plus bas ou lorsque les prix seraient élevés, pour plein de raisons dont je peux parler ensuite si ça vous intéresse. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est qu'il faut rémunérer les services rendus à la société par les agriculteurs, parce qu'ils ont une fonction de production, certes, mais de production alimentaire ou énergétique ou de fibres, mais ils ont aussi une fonction de production de services environnementaux dont nous servons, mais que nous ne payons pas. Donc ça a été toute l'innovation de la PAC 2014 de verdir les aides du premier pilier de la PAC, ces fameuses aides qui étaient versées. Bon, il y avait quelques conditions, mais finalement peu. Ça a été de dire 30% de ces aides-là, on va les légitimer, les justifier sur le fait que les agriculteurs fournissent des services environnementaux. Donc elles sont conditionnées
32% de ces aides, à 3 mesures environnementales, agro-environnementales. Toute la difficulté a été, et c'est ça qui a plombé cette affaire, que comme nous sommes dans le premier pilier de la PAC, il a fallu imaginer des mesures environnementales qui soient les mêmes pour tous les agriculteurs d'Europe. Vous imaginez? Donc ça a été extrêmement compliqué. On a parlé de diversification des cultures, de remettre un certain pourcentage en surface d'intérêt écologique, et puis troisièmement, d'interdire ou de limiter le retournement des prairies permanentes. Ça a été les 3 mesures qu'on a trouvées, mais qui quasiment sont infaisables techniquement lorsqu'on voit la longitude et la latitude auxquelles on s'adresse en termes. Voilà. Donc du coup, ça a été une politique qui existe aujourd'hui, mais qui a été, je dirais, détricotée dans sa mise en œuvre à l'échelle des États membres. On a finalement décidé de donner beaucoup de marge de manœuvre aux États membres dans cette politique-là. Et le résultat c'est que finalement, on a un résultat décevant, c'est-à-dire peu d'additionnalité, c'est-à-dire ces mesures-là, obligatoires maintenant pour les agriculteurs, qui créent beaucoup de mécontentement, beaucoup de frustration, beaucoup de paperasse aussi, finalement ne créent pas véritablement les services environnementaux qu'on s'attendait à obtenir. Et puis le 3e point, ça a été d'accompagner et favoriser les projets innovants. Et donc, entre autres, ça a été le lancement, dans le cadre d'une politique plus large européenne qui s'appelle la politique H2020, des partenariats européens d'innovation, dont un sur agriculture productive et durable, c'est toujours les 2 piliers. Donc il y a eu des promotions de ces fameux PEI, où justement on essaye d'associer autour de projets de développement agricole innovants les acteurs privés et publics pour pouvoir promouvoir l'innovation, la recherche-action, l'échange de pratiques. Et ceci est désormais financé ou cofinancé via le 2e pilier de la PAC. Et puis, autre chose, c'est que la PAC s'est réappropriée une partie de l'argent public européen dédié à la recherche générale pour le remettre sur les questions d'agriculture. Alors, j'ai plus que 2 slides, ça vous va? 2 minutes. Donc, la PAC outil de transition. Alors j'ai mis des couleurs un peu comme pour les feux tricolores, je ne sais pas si c'est un petit peu rapide, mais en vert, peut-être que oui, c'était un petit peu nouveau, c'était aussi un des éléments importants que voulait défendre le commissaire de l'époque. On n'a plus le même commissaire aujourd'hui, donc il y a aujourd'hui un changement d'orientation, hein. Mais certes, on a mis en place des outils financiers et puis une vision plutôt très créative et participative pour l'innovation. Ceci dit, sur le terrain, ça n'en est qu'aux prémices, on commence juste à voir apparaître ces fameux partenariats européens d'innovation et de voir les premiers résultats apparaître. L'introduction des paiements verts pour rémunérer les biens publics fournis par l'agriculture, bon, je vous l'ai dit, je pense que c'est pour ça que j'ai mis en orange, c'est un échec sur le plan environnemental aujourd'hui, mais c'est peut-être un premier pas symbolique sur le fait qu'on puisse payer et donc justifier des aides à l'agriculture pour ces services rendus par l'agriculture. Donc, là, il y a peut-être quelque chose, il faut voir comment ça va être maintenu par la suite. Et puis le rouge, c'est l'impossible gestion des crises agricoles, parce qu'effectivement, quelle transition peut-on avoir dans un tel contexte, a été très bien évoqué dans le témoignage précédent. Alors juste un dernier point, conclusion sur l'avenir de la PAC. C'est compliqué la PAC, je vous disais en préambule que la PAC n'a pas véritablement elle a du mal à porter une vision du futur de l'agriculture européenne. Mais pourquoi? Parce que à Bruxelles, on négocie à 28, bon, peut-être bientôt à 27, c'est possible, mais on négocie aussi avec un Parlement, avec une commission, avec des lobbies qui sont très actifs, si vous entendez un petit peu, avec aussi une société civile. Je dirais, certains lobbies très actifs aussi, et qu'il est finalement très très difficile, là-dedans, de réussir à trouver et à construire un projet véritablement ambitieux. Il y en a parfois qui sont créés, et puis petit à petit, ils sont détricotés au moment de la négociation, donc c'est un petit peu compliqué, et ce que je vois arriver sur la PAC de 2020, on est déjà en train de négocier ou de réfléchir à la prochaine PAC, sous une impulsion politique un petit peu différente, parce que le commissaire actuel, donc Phil Hogan, qui est irlandais, a peut-être d'autres visions qui répondent à d'autres critères, plutôt sur la simplification par exemple, peut-être un petit peu moins sur la protection de l'emploi et de l'agriculture familiale. Donc voilà, il y a des changements comme ça, mais qui ne sont pas très visibles et pas très forts.
La deuxième chose, c'est que finalement, peut-être aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers une PAC qui est moins commune. Le C devient un peu plus petit. On voit qu'il y a une réappropriation via le deuxième pilier, via aussi plus de marges de manœuvre qui sont données même dans la gestion du premier pilier aux États membres et aux régions. Et peut-être que c'est ça la réponse. C'est qu'il faut, finalement, la PAC était devenue un petit peu comme un arbre de Noël, avec beaucoup de boules. À chaque fois qu'il y avait un mécontent, on rajoutait une boule de Noël. Et finalement, cet arbre est tellement surchargé qu'on n'y comprend plus rien. Et donc, ça peut être ça. Puis, la dernière chose qui peut-être va être l'occasion d'amorcer un tournant, ou peut-être de reconstruire un projet, eh bien, c'est ce qui vient de se passer récemment. Le Brexit, ça a quand même été un électrochoc, y compris dans les questions agricoles. Alors on a dit le sommet de Chambord, où les ministres de l'Agriculture européens se sont réunis, n'a pas donné grand-chose. Peut-être pas, si ce n'est peut-être l'envie quand même de se réapproprier un peu le projet agricole européen, et pas forcément le laisser trop à la Commission européenne. Bon, et puis peut-être le TAFTA, avec des projets éventuellement d'abandon, qui là aussi pourrait peut-être donner d'autres perspectives en termes peut-être de gestion des marchés à l'international, donc de protection de la volatilité internationale. Voilà, je vous remercie. Juste une chose, pour ceux qui s'intéressent à la PAC, j'anime avec des collègues de Supagro un site qui s'appelle Capaille. Alors malgré son nom, l'œil sur la PAC, en fait c'est un site francophone. Et donc si vous voulez savoir beaucoup de choses sur la PAC, si vous voulez découvrir ça, il y en a pour les experts et pour les nuls, la PAC pour les nuls aussi. Donc vous pouvez regarder tout ça, ça me fera plaisir. Voilà.